première. Sélectionnée pour le prix Première 2013, c'est Véronique Gallo. Bonjour. Bonjour. Véronique Gallo. Cette semaine, donc, un premier roman qui s'appelle Tout ce silence. L'histoire d'une femme de 79 ans, une Italienne, immigrée en Belgique. Elle est témoin de Jéhovah. Elle est atteinte d'un cancer et durant 1 an, sa petite fille va l'accompagner dans son chemin vers la mort. C'est le portrait d'une femme d'aujourd'hui et d'hier, d'une immigrée que vous avez voulu faire. Oui, voilà, j'avais vraiment envie d'aborder justement le présent de la fin de sa vie, entre guillemets, et puis surtout toutes les raisons, en tout cas son passé, qui l'ont amené à vivre sa fin de vie ainsi. Avec des allers-retours entre hier et aujourd'hui. C'est une histoire qui commence pour elle en Italie, dans une famille très nombreuse, très pauvre, avec un père bûcheron. Oui, voilà, dans une famille pauvre, ils vivent dans la montagne, ils ont très peu de moyens, je pense qu'ils ont aussi très peu de moyens d'éducation, de moyens intellectuels, il y a peu d'affection, enfin, c'est un foyer froid et dur, elle a été élevée à la dure, donc c'est vrai que ça a conditionné beaucoup de choses dans sa vie par après. Quelqu'un qui n'aime pas tellement parler du passé d'ailleurs. Non, d'ailleurs, c'est ma grand-mère, donc c'est vrai que moi je l'ai beaucoup questionnée sur ce sujet et elle répondait toujours presque d'une manière laconique, elle remettait le passé là où il était, mais probablement, je pense, parce que c'était douloureux de mettre des mots sur ce passé. Alors c'est une femme qui a transporté, je dirais, son enfance, même si elle n'aimait pas beaucoup en parler, elle l'a transportée partout où elle a été. Vous dites, elle était discrète parce que la discrétion, c'était l'arme du pauvre. Ben oui, parce que je pense qu'elle était éduquée, d'autant plus que dès qu'elle a eu 14-15 ans, elle a travaillé, plutôt chez des bourgeois comme femme d'ouvrage, où elle était à demeure, et je pense que c'est une des choses qu'elle a le plus retenues, c'est que quand on est pauvre, il faut être discret, il faut pas se montrer, il faut rester silencieux, ne pas broncher, etc. Enfin, c'est assez particulier quand même. Y compris à son arrivée en Belgique, elle va rencontrer en Italie Mario, qui est le fils de la famille où elle travaille. Il va venir en Belgique, elle va le rejoindre à Liège, et vous racontez au fond que il y a beaucoup de peur au tout départ. Elle ne parle pas le français déjà. Oui, non, elle ne parle pas le français. Ça, je sais que c'est quelque chose dont elle m'a souvent parlé, vraiment de cette difficulté d'arriver dans un pays où vraiment on ne parle pas un seul mot. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, évidemment, avec l'anglais, on est dans une toute autre, d'autres circonstances, mais à l'époque, je pense que pour elle, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis, ils étaient seuls, même si après, ils ont créé une communauté, ils ont rejoint la communauté italienne, mais il y a une espèce de solitude comme ça dans cette arrivée en Belgique qui est assez impressionnante. Oui. 2 fils naîtront de cette union. Vous racontez aussi comment le dimanche, ils sont au fond très belges. Tout à fait. Racontez-nous. Ils sont très belges parce que, quand on vit dans une famille d'immigrés, probablement qu'on veut s'intégrer. Donc, à la base, elle est catholique pratiquante, donc ils vont tous à la messe, ils sont tirés à 4 épingles. Vraiment, j'ai énormément de photos où ils sont, mais vraiment, c'est très impressionnant d'ailleurs parce que moi, je les voyais après dans la vie de tous les jours. Elles vivaient plutôt en tablier, avec des vieux vêtements qu'elles rapiéçaient. Mais là, le dimanche, c'était vraiment l'occasion d'essayer d'être élégant et présentable. En tout cas, de ne pas montrer ses origines. Une femme très forte, très très volontaire. Vous dites que c'était une femme libre et en même temps, elle était quelque part soumise aussi à la condition des femmes à l'époque, c'est-à-dire qu'elle se sacrifiait comme à sa famille. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'elle était très forte dans sa tête, mais qu'elle n'a pas eu les clés, en tout cas pour... peut-être parce que c'était l'époque aussi, les femmes, même si elle a traversé la libération de la femme, etc. Mais elle, ça ne l'a visiblement absolument pas touchée. Et elle est restée toute sa vie dans ce rôle de mama italienne, qui pourvoit pour les autres. Voilà. Avec des hommes qui ne sont pas la plus belle aventure de sa vie, je dirais. Non, je ne pense pas, non. Mais en même temps, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a évidemment une responsabilité de sa part, puisqu'elle élève les hommes comme on lui a appris à les élever. Et donc, à partir du moment où on met les hommes sur un piédestal, ils sont élevés comme des princes ou comme des futurs rois. Et donc, la femme est d'autant plus mise en infériorité. Des hommes qui sont pourtant, comme vous le dites, des princes ici, mais qui sont si fragiles, ces hommes.
Oui, très fragile, mais parce que je pense justement qu'on fait peser sur eux, de tels espoirs. Je pense qu'il y a pas que ça, il y a pas que ce cas-là, dans l'immigration italienne, hein, pour toutes les immigrations. Quand on met sur ces enfants un tel poids de: «Tu réussiras, tu accompliras ce que nous n'avons pas pu accomplir car on s'est sacrifié pour toi». Enfin, je veux dire, il y a vraiment une Mmh. espèce de pression comme ça, assez importante et je pense que oui, ça conduit à une forme de fragilité, oui. Alors il y a, on l'a dit, ces allers-retours passé et puis présent. Le présent, c'est sa maladie. Sa petite fille, vous, l'accompagne pendant 1 an. Elle ne comprend pas au départ, hein, cette maladie, ce qu'on lui annonce. D'ailleurs, elle a beaucoup de respect pour les docteurs, les dottore, Oui, 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 tout mais en à même temps, elle fait. ne comprend pas. Mais elle ne comprend pas. En plus, elle a vraiment très, très peu de connaissances de son propre corps, de la mécanique, voilà, qu'il y a en elle. Et il y a aussi une espèce de peur, panique, je pense, de la maladie qui fait qu'à la limite, on préfère ne pas la voir. C'est quelqu'un, je le raconte dans le livre, qui, voilà, quand elle tombe, elle ne veut même pas déranger. Donc, elle va attendre. Il faut vraiment qu'elle soit à l'article de la mort pour Mmh. qu'elle appelle quelqu'un. Quand elle rentre chez elle après l'annonce du diagnostic, elle reprend ses habitudes. Elle fait comme si rien ne s'était Ah oui, oui, passé. elle fait vraiment comme si de rien n'était et je pense que c'est sa seule manière en fait de survivre en fait à tous les drames de sa vie. En fait, elle s'est remise à chaque fois dans une espèce de quotidien de petites choses. Parce que Heu, le travail, c'est la façon parce que de le travail, c'est ouais. le seul moyen, je pense, pour elle, en tout cas dans ses convictions, de s'en sortir. Oui. Alors entre les 2, entre hier, aujourd'hui, il y a Dieu qui est très, Oui, très oui, oui, important. oui. Vous dites la seule façon au fond qu'elle aura eu de s'éduquer, c'est les petits fascicules, les témoins de Jéhovah. Oui, mais oui, c'est quelque chose de très impressionnant parce que, en même temps, on pourrait se dire, que ça a été très triste, enfin très triste, je veux dire, elle a été très, très fort, presque bannie, enfin son mari était furieux qu'elle rentre au témoin de Jéhovah, enfin, ses fils Mmh. l'ont très mal vécu, et en même temps, ils l'ont sauvée d'une certaine manière parce qu'ils lui ont apporté, voilà, ils lui ont apporté, une certaine forme de connaissance, même si bon, voilà, une fois qu'on lit ses fascicules, on se rend bien compte que c'est une connaissance, ça aurait été tellement mieux qu'elle aille dans une vraie librairie et qu'elle s'achète, voilà, de vrais livres. Mais en même temps, voilà, je pense que ça l'a maintenue en vie, en fait. Ça l'a maintenue la tête hors de l'eau, en tout cas. Pas de radio, pas de télévision chez Rien elle? du tout, ça, Ouais. c'était le diable, évidemment. Oui, oui, non, non, pas d'informations, rien du tout. Vraiment, c'était très sobre et justement avec un refus total, d'entrer dans le monde qui bougeait et qui avançait. Alors un Dieu, à travers les témoins de Jéhovah, qui, vous le dites, va être très important pour elle, un Dieu dont elle va douter quand même, elle va Ah, beaucoup souffrir. ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'elle, elle est vraiment rentrée au témoin de Jéhovah à partir du moment où on lui a dit, que son fils, qui s'était suicidé, voilà, que si elle croyait en Jéhovah, son fils suicidé pourrait retrouver, la vie éternelle à un moment donné, au moment du grand réveil. Enfin, il y a toutes sortes de voilà, c'est tout Mmh. un dogme assez particulier. Mais, elle se retrouve dans cette situation avec quand même des croyances qui sont, assez incroyables et qui, vont la pousser à la fin à vraiment douter parce que je pense qu'elle a été persuadée qu'elle faisait bien les choses, en Mmh. fait, qu'elle gagnait son paradis. Elle espérait une mort douce, en fait. À chaque fois que quand son mari est mort, elle m'a dit que, voilà, elle espérait avoir évidemment la même mort, que c'était la plus belle mort de s'endormir. Or elle, qui a tant essayé de bien faire les choses, elle se retrouve avec un truc, bon voilà, un cancer, voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est très difficile à vivre. Comme beaucoup pourraient le dire, il n'y avait pas de raison d'être puni au Non, fond. voilà, je pense Mmh. qu'elle l'a vécu un peu comme une punition et vraiment sur la fin, c'est ce que je dis dans le livre, ça devient un athéisme de déception. Oui. Alors c'est un récit bien sûr, où il y a beaucoup de souffrance puisque vous parlez de sa maladie et en même temps il y a beaucoup de joie parce que vous faites le portrait de cette femme qui, voilà, a résisté. Il y a des pages très, très dures, où vous parlez de son intimité la plus terrible, où les dégâts de la maladie sont les plus forts. C'était difficile, j'imagine, d'écrire ces pages-là, mais il fallait les écrire? Mais oui, j'avais envie de les écrire parce que j'ai trouvé ça, d'abord terrible d'assister à ça. En même temps, je vais pas dire une vraie chance, mais parce que c'était comme un cadeau aussi de pouvoir accompagner quelqu'un là-dedans. Elle m'a beaucoup donné et j'ai pu lui rendre en retour. Et en même temps, parce que justement, quand on est une femme à ce point, forte, qui ne veut jamais montrer ses faiblesses et qu'on se retrouve dans une telle déchéance physique, j'ai trouvé ça, mais c'était très Mmh. cruel en fait. Et d'autant plus pour elle, hein, je veux Ouais. dire, qui était, enfin vraiment, c'était pour elle le comble de l'humiliation d'être ainsi, en fin de vie, quoi. C'était vraiment difficile. Parce que toutes ses forces, son corps l'abandonnait. Vous Oui, parlez voilà. du cri de bête qu'elle Oui, va oui. pousser, Oui, oui, tout à fait. à l'hôpital. Vous dites: «Les rôles se sont inversés, hein. Elle s'occupait de moi, j'ai été amené à m'occuper d'elle». Oui. Au fond, c'est une femme qui reste mystérieuse, j'ai l'impression.
Ben, c'est une femme, je pense, qui reste mystérieuse, mais qui en même temps, je pense qu'elle m'a tout dit en fait. Je pense qu'elle n'était pas plus compliquée que ce qu'elle m'a dit. Je pense qu'elle était carrée, je pense qu'elle était comme ça, et qu'en même temps, elle a fait en fait avec les moyens qu'elle avait reçus. Voilà, elle avait peu de moyens, je pense, pour digérer toute sa vie. Je pense que c'est ça. Ça s'appelle Tout ce silence. Véronique Gallo, c'est paru chez Desclés et Desbrauer et vous êtes sélectionnée pour le prix Première. Oui, j'en suis ravie. Merci beaucoup.